On va aborder l'item 120 sur les pneumopathies infiltratives diffuses, qui est un item de pneumologie en tant que tel, qui a eu sur ces dernières années pas mal de nouveautés, que ce soit dans la classification des pneumopathies infiltrantes de cause inconnue, comme un petit peu dans les traitements et surtout dans les précisions un petit peu à la fois diagnostiques et pronostiques de ces maladies. Et puis, on va aborder également surtout la démarche diagnostique que vous devez avoir et quelles peuvent être les formes tombables aux ECN de ce genre de dossier. Alors, les pneumopathies infiltratives, c'est un infiltrat du tissu conjonctif du poumon, que ce soit au niveau de l'alvéole, au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, comme au niveau de la paroi bronchique ou de la paroi des vaisseaux, par exemple. Donc ça peut donner différents types d'atteintes, que ce soit des atteintes alvéolaires avec un bronchogramme aérien radiographique ou scanographique, si ça atteint plutôt, si ça infiltre autour de l'alvéole, ou alors vraiment ce qu'on connaît du syndrome interstitiel, si ça touche d'autres choses et avec différentes localisations en fonction du type d'atteinte. Ça peut être quoi les types de dossiers qui peuvent tomber aux ECN sur les pneumopathies infiltrantes? En général, vous allez avoir le dossier de quelqu'un qui va arriver aux urgences sur une pneumopathie interstitielle aiguë, souvent très grave, avec un syndrome interstitiel radiographique évident, des signes de gravité respiratoire sur quelque chose qui est apparu en l'espace de 15 jours, où là il faut avoir quelques éléments en tête qui sont l'œdème aigu pulmonaire donne un syndrome interstitiel radiographique et il faut systématiquement aller l'évoquer. 2, d'aller rechercher les causes de pneumopathie interstitielle aiguë qui sont principalement des causes infectieuses, des causes médicamenteuses, et éventuellement des causes immunoallergiques professionnelles comme l'alvéolite extrinsèque. Et si ça n'est pas tout ça, ça peut être d'autres pneumopathies interstitielles idiopathiques, mais qui ne tomberont pas aux ECN puisque rarissimes. L'autre alternative aux ECN, c'est d'avoir la situation de quelqu'un dans une situation donnée sur l'énoncé en fonction de ses habitudes, de son métier, de ses médicaments, de ses pathologies intercurrentes, va avoir une dyspnée d'apparition progressive et on va découvrir un syndrome interstitiel ou un syndrome alvéolo-interstitiel radiographique et on va vous demander de faire différents examens pour avoir le diagnostic, le pronostic et éventuellement, si on vous le demande, le traitement. Ça va être quoi, finalement, la démarche diagnostique devant une pneumopathie interstitielle? Les pneumopathies interstitielles ou les pneumopathies infiltratives, finalement, pour vous, je vous donne ce qui, moi, m'a aidé pour comprendre les pneumopathies infiltratives, qui est de scinder les pneumopathies infiltratives en idiopathiques ou en liées à une cause connue. Donc la première démarche devant une pneumopathie infiltrative, ça va être de se dire, est-ce qu'il y a une cause? Est-ce qu'il y a une maladie générale ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut donner lieu à une pneumopathie interstitielle? Et là, ce qu'il faut systématiquement, là où il faut vraiment insister, c'est d'aller chercher toujours les médicaments, les prises médicamenteuses, et en particulier, on pense souvent à la cordarone, mais les autres médicaments, il faut aller les rechercher. C'est d'aller toujours rechercher une exposition professionnelle. Pour plusieurs raisons, l'exposition professionnelle. Puisque vous pouvez avoir dans les expositions professionnelles chroniques des toxiques ou des volatiles qui peuvent donner lieu à des pneumopathies infiltratives et notamment, là on pense aux pneumoconioses, asbestose, silicose, berylliose en fonction de là où ils ont travaillé. Là où ça va être important à noter pour vos dossiers de l'ECN, c'est que vous allez de manière certaine avoir une question de prise en charge en médecine du travail, éventuellement de reclassement professionnel et surtout de déclaration. Et là je pense principalement à l'asbestose avec l'exposition, les corps asbestosiques où il faut faire du reclassement professionnel. Je pense également à tout ce qui va être la partie liée à l'amiante et à la déclaration de malades de l'amiante avec une possibilité encore actuelle d'indemnisation
par ce qu'on appelle le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui nécessite une déclaration obligatoire et une enquête assez poussée. Cette parenthèse passée, il faut vraiment penser enfin aux expositions professionnelles qui peuvent être un peu plus aiguës, et là c'est ce que vous avez avec les maladies du poumon de fermier, qui donnent ce qu'on appelle des alvéolites extrinsèques, donc une inflammation des alvéoles par une cause extérieure, qui est dans ces cas-là des anticorps, les fameuses précipitines du poumon de fermier, qui sont en fait des anticorps dirigés contre des bestioles que vous trouvez dans le foin moisi. Une fois que vous avez regardé les médicaments et l'exposition professionnelle, il faut aller regarder s'il n'y a pas une maladie générale connue ou pas encore connue, qu'il faut aller dépister. Et les maladies générales qui vont donner lieu à des pneumopathies interstitielles, il faut aller toujours éliminer la cause cardiaque, il faut toujours aller rechercher le cancer, parce que la pneumopathie interstitielle peut être le reflet d'une lymphangite ou d'une miliaire carcinomateuse. Il faut toujours aller rechercher l'infection et notamment la tuberculose. Et enfin, une fois que vous avez éliminé un petit peu tout ça, et bien on va réatterrir dans le champ des maladies de système, que ce soit les vascularites ou les maladies de système type lupus, sarcoïdose, donc qu'on va classer dans le terme connectivité. Donc ça va être extrêmement important. Et ce qu'on va vous demander en termes de classe de questions aux ECN, ça va être petit 1, décrivez votre interrogatoire et votre examen physique. L'interrogatoire, on va aller rechercher systématiquement le délai d'apparition des symptômes pour classer, on va le voir après, les manifestations pulmonaires en aigu ou subaigu à chronique, en fonction que ça fasse moins de 4 semaines d'apparition ou que ça soit apparu sur plusieurs mois. Ensuite, on va aller rechercher systématiquement tout de suite derrière les signes de gravité respiratoire, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et enfin, vous allez à l'interrogatoire et à votre examen physique utiliser tout ça pour aller rechercher des causes générales qui peuvent expliquer la pneumopathie interstitielle. À partir de ce moment-là, soit vous avez une cause qui vous oriente, soit vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, on va rentrer dans le cadre des pneumopathies infiltratives idiopathiques qui sont dans les anciens bouquins essentiellement classés sous le terme de fibrose pulmonaire idiopathique. En pratique, ces pneumopathies interstitielles idiopathiques se découpent en 2 cases. Donc, vous avez en général pas de cause connue évidente et vous avez une apparition aiguë ou une apparition subaiguë ou chronique. Vous avez maintenant une classification depuis 2006 qui existe et qui vous permet de séparer en fonction de l'aspect scannographique les pneumopathies interstitielles aiguës et chroniques. Donc si on fait la parenthèse sur les pneumopathies infiltratives de cause inconnue après le premier screening d'interrogatoire et d'examen clinique, vous allez pouvoir faire une première classification en fonction de l'aspect scannographique essentiellement, vous aider avec ça. En fait, cette classification, elle existe essentiellement pour faire le lien entre l'aspect scannographique et l'aspect anatomopathologique au travers de différentes études qui ont existé pour classer les pneumopathies infiltratives. Et là, vous pouvez les classer selon le mode de révélation aigu ou subaigu chronique, sachant que les pneumopathies infiltratives aiguës sont plus rares et notamment ne tomberont pas aux ECN. C'est essentiellement la pneumopathie interstitielle aiguë sans cause connue, la pneumopathie desquamative et certaines bronchiolites sans cause identifiée, notamment sans cause infectieuse, qui sont des situations en général de pneumologie aiguë ou de réanimation, avec des diagnostics souvent très compliqués, et devant une forme de pneumopathie interstitielle aiguë, dans tous les cas, pour vous, si jamais vous en voyez dans la vraie vie ou si ça tombait aux ECN, il faut systématiquement aller évoquer une cause infectieuse en priorité et commencer un traitement anti-infectieux large avant de éventuellement rétablir le diagnostic au besoin par une biopsie pulmonaire. Ce qui est un petit peu plus tombable potentiellement aux ECN et ce que vous allez un petit peu plus voir dans la vraie vie sont les formes subaiguës à chroniques qui sont les pneumopathies interstitielles communes essentiellement,
qui va évoluer essentiellement vers la fibrose pulmonaire avec un infiltrat interstitiel qui va prédominer en sous-pleural, vraiment avec les lignes de Kerley, qui va évoluer vers du rayon de miel, donc avec vraiment un réseau constitué qui va évoluer vers la fibrose, prédominant au niveau des bases avec une atteinte qui va se faire sur la chronicité vers l'insuffisance respiratoire chronique restrictive. Deux autres aspects que vous pouvez retrouver qui sont l'aspect de pneumopathie interstitielle non spécifique et de pneumopathie lymphoïde. Les deux diagnostics étant faits essentiellement sur l'association du scanner et l'aide du lavage bronchiolo-alvéolaire sur lequel on va revenir. Et ce sont des aspects en tant que tels qui n'ont pas forcément de cause identifiée, mais qui peuvent également se retrouver en association avec des maladies auto-immunes type le syndrome de Sjögren ou certaines hémopathies comme les lymphomes. Et enfin, il y a une forme un petit peu frontière que là, vous pouvez par contre retrouver dans vos dossiers de CN, qui est la fameuse POC, qui est soit révélation aiguë, soit révélation un petit peu plus insidieuse, qui est la pneumopathie organisée cryptogénique, que vous retrouvez également dans vos bouquins sous le terme de BOOP, B-O-O-P, pour bronchiolite oblitérante d'organisation pneumonique, qui est une pneumopathie infiltrative, que vous allez retrouver à l'aspect radiographique et scanographique sous la forme d'opacité alvéolaire avec un bronchogramme aérien qui peut prédominer au niveau des bases et qui peut être soit idiopathique, soit en post-infectieux, notamment dans les suites d'infections à pneumocoque. Donc, en gros, la présentation aux ECN peut être celle d'une pneumopathie à pneumocoque documentée qui évolue favorablement initialement, mais qui réévolue un petit peu mal quelques jours ou quelques semaines après, avec la persistance d'une opacité alvéolaire et à l'anatomopathologie, un diagnostic de pneumopathie organisée cryptogénique qui est en pratique une réaction inflammatoire aberrante dans les suites de la pneumopathie à pneumocoque et qui va nécessiter une corticothérapie pour améliorer la situation. On a vu la classification des pneumopathies infiltratives, on a vu la démarche diagnostique initiale qui est essentiellement la recherche à l'interrogatoire et à l'examen physique d'une cause. Si on termine maintenant ce topo par les examens à réaliser devant la découverte d'une pneumopathie infiltrative, il faut évidemment toujours commencer par rechercher une cause générale après l'interrogatoire et l'examen physique. Les causes générales, ça va être en particulier ce qu'il faut toujours évoquer, la plus fréquente en métropole, en tout cas chez les gens jeunes, ça va être la sarcoïdose. Comment est-ce qu'on recherche la sarcoïdose? Cliniquement, c'est la palpation ganglionnaire. Et puis, ensuite, c'est les examens d'imagerie adaptés. Donc, vous allez rechercher des adénopathies hilaires sur la radiographie pulmonaire, vous allez rechercher des ganglions profonds, vous pouvez rechercher un syndrome inflammatoire biologique qui est inconstant, et puis vous pouvez pratiquer le dosage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Juste une toute petite parenthèse dessus, l'enzyme de conversion de l'angiotensine peut être élevée dans la sarcoïdose, mais sa normalité n'exclut pas le diagnostic. De la même manière, une enzyme de conversion élevée peut être le témoin d'une autre maladie, puisqu'en fait l'enzyme de conversion est produite par des granulomes, donc ça peut exister dans l'organisation granulomatose de la sarcoïdose, mais également dans la tuberculose, dans les lymphomes par exemple, dans d'autres pathologies comme des cancers, comme des maladies de surcharge, etc. Donc l'enzyme de conversion n'est pas spécifique de la sarcoïdose, mais vous pouvez la demander. Et surtout, l'enzyme de conversion n'est pas un élément de suivi de l'activité de la sarcoïdose, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une sarcoïdose va baisser son enzyme de conversion sous traitement qu'elle est forcément plus calme. Hormis la sarcoïdose, les autres causes, vous allez réaliser des examens immunologiques non spécifiques si vous n'avez pas d'éléments d'orientation à la recherche de connectivites, par exemple. Donc vous allez faire des anticorps antinucléaires, des anticorps anti-DNA. Vous devez faire systématiquement des ANCA, puisque les maladies de Wegener et les syndromes de Churg-Strauss, par exemple, peuvent se présenter sous la forme de pneumopathie infiltrante. Et puis, vous allez rechercher des éléments en faveur d'un cancer pour toujours rechercher une éventuelle miliaire ou lymphangite carcinomateuse. Sur les causes générales autres que cancer et maladies immunologiques, je vous rappelle de toujours rechercher les infections. Et les infections, c'est principalement la tuberculose et la forme de miliaire tuberculeuse qu'il faut aller traquer en parallèle quand vous avez la révélation d'une pneumopathie interstitielle avec un aspect scanographique évocateur. En parallèle, les examens qui sont systématiques devant une pneumopathie infiltrante, c'est de faire un scanner thoracique
sans injection, puisque la fenêtre parenchymateuse n'en a pas besoin, en coupe fine, pour vraiment bien pouvoir voir l'atteinte interstitielle et surtout essayer de faire le classement en fonction de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les pneumopathies infiltratives sans cause identifiée. Donc d'aller bien voir où prédomine l'infiltrat, si c'est au niveau des bases ou si c'est au niveau des apex, de voir s'il y a un bronchogramme aérien et des opacités alvéolaires pour un diagnostic par exemple de pneumopathie organisée cryptogénique, d'aller voir si vous avez certains arguments en faveur de pneumopathie infiltrative d'une cause clairement identifiée et notamment différentes choses, si ça prédomine au niveau des apex avec un aspect qu'on appelle de nodule troué ou un aspect un peu macrokystique. Chez quelqu'un de jeune qui fume, ça va être plutôt une histiocytose X qui touche prédominamment les hommes, qui est quelque chose de rare, qui est peu tombable aux ECN, mais avec un aspect scanographique relativement typique. Un petit peu le même type d'aspect chez une femme en période d'activité génitale, il faut aller évoquer la lymphangioleiomyomatose, qui est pareil, une maladie assez rare qui ne tombera assez peu aux ECN. Mais l'aspect scanographique peut être important. Au-delà du scanner thoracique en coupe fine, vous allez réaliser des épreuves fonctionnelles respiratoires et au niveau des épreuves fonctionnelles respiratoires, il y a deux paramètres importants pour le pronostic. Vous allez rechercher un syndrome restrictif, donc avec un abaissement de tous les volumes, et au niveau pronostic, les deux choses qui comptent le plus, c'est la baisse de la capacité vitale forcée, et notamment le suivi dans le temps de cette capacité vitale forcée, et également l'atteinte de la barrière alvéolo-capillaire avec la baisse du taux de diffusion du monoxyde de carbone, donc la baisse de la DLCO que vous devez corriger en fonction de l'âge et de la morphologie de votre patient. Faites également systématiquement un test de marche de 6 minutes. Le test de marche de 6 minutes regarde deux paramètres. Premièrement, la saturation au cours de l'effort et un élément pronostic défavorable, ça va être la désaturation en dessous de 88% à l'effort. La deuxième chose qu'on regarde, c'est la distance parcourue. De parcourir une faible distance est un mauvais élément, à ceci près qu'il faut pouvoir l'interpréter correctement. Si la personne parcourt une distance insuffisante parce qu'elle a mal aux jambes, c'est évidemment pas pareil dans ce genre de circonstances que si elle parcourt une distance insuffisante parce qu'elle était essoufflée ou qu'elle a désaturé. Enfin, vous allez réaliser de manière systématique devant ce type de présentation une fibroscopie bronchique avec un lavage bronchiolo-alvéolaire. Je vous rappelle que la répartition normale, qui n'est pas forcément bien claire dans tous les bouquins, du lavage bronchiolo-alvéolaire, c'est l'existence de entre 50 et 150 000 cellules par millilitre, avec une très nette prédominance de macrophages, entre 85 et 95% de macrophages, le reste étant essentiellement constitué de lymphocytes, entre 5 et 15% de lymphocytes, et vous allez avoir moins de 1% des autres cellules, que ce soit les polynucléaires, que ce soit des éosinophiles, et évidemment vous ne devez pas avoir de cellules atypiques. Le lavage bronchiolo-alvéolaire, s'il est anormal, va pouvoir vous orienter sur une cause. Typiquement, une alvéolite lymphocytaire, donc avec beaucoup de cellules et une prédominance de lymphocytes, va vous orienter principalement sur toutes les pneumopathies interstitielles lymphoïdes, que ce soit dans le cadre du Gougerot, que ce soit dans le cadre d'un lymphome, par exemple. Une alvéolite à polynucléaire neutrophile, on va aller rechercher une cause infectieuse essentiellement. Ça peut être dans le cadre de la fibrose pulmonaire idiopathique, et puis au niveau des maladies auto-immunes, c'est plutôt la polyarthrite rhumatoïde qui se présente sous cette forme-là. Et une petite parenthèse, le lavage bronchiolo-alvéolaire de proportion normale, donc prédominance de macrophages, lymphocytes entre 5 et 15%, mais très hypercellulaire, avec un aspect scanographique de nodules troués, va quasiment vous apporter le diagnostic chez quelqu'un de fumeur d'histiocytose X. Et enfin, si malgré tout ça le diagnostic n'est toujours pas apporté, vous pouvez proposer la biopsie pulmonaire afin d'apporter le diagnostic, sachant que pour vos dossiers d'ECN, la biopsie pulmonaire n'a qu'un seul intérêt, c'est si jamais ça va changer votre thérapeutique. Pour résumer, pneumopathie interstitielle diffuse, c'est un item qui est relativement large, qui peut faire appel à beaucoup de connaissances, notamment sur des maladies générales. Les trucs sous-corticaux à bien mesurer, c'est de toujours rechercher une cause, et notamment d'éliminer une cause cardiaque, de rechercher infection
médicaments, et ensuite d'aller taper dans les maladies plus rares de type cancer, connectivite. Vous avez une classification des pneumopathies interstitielles de cause inconnue qui se fait principalement sur l'aspect scanographique et le délai aigu ou chronique de survenue des symptômes. Et dans les examens à pratiquer, bien connaître la répartition normale du lavage bronchiolo-alvéolaire si jamais on vous en met un aux ECN, et se souvenir que dans tous les cas, les deux causes prédominantes de pneumopathie interstitielle, hormis les causes médicamenteuses ou infectieuses, ça va être la sarcoïdose chez le sujet jeune et la fibrose pulmonaire idiopathique ou pneumopathie interstitielle commune chez le sujet plus âgé.